On commence le Lex Inside, on va s'intéresser aux deepfakes, ces contenus falsifiés générés par l'IA qui posent de nombreux défis juridiques. Comment les entreprises peuvent-elles faire face à ces nouveaux contenus? Le droit français est-il suffisamment armé pour répondre à ces menaces? On en parle tout de suite avec mon invité, Joséphine Collin, avocate. Joséphine Collin, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble des deepfakes, qui représentent une menace croissante pour les entreprises. Est-ce que le droit français, il encadre spécifiquement ces contenus falsifiés générés par l'IA? Alors Arnaud, la réponse est oui et depuis quasiment quelques mois. Aujourd'hui, les deepfakes, ces contenus extrêmement réalistes qui reproduisent les paroles et l'image d'une personne, y compris des lieux et des objets, font l'objet d'une incrimination incorporée dans le droit pénal depuis la loi pour la sécurité de l'espace numérique, dite SREN. Deux incriminations ont été prévues et sanctionne l'auteur du deepfake ou la personne qui diffuserait un tel contenu généré par une intelligence artificielle sans le consentement de la personne qui en fait l'objet ou sans que soit manifeste le fait qu'il s'agisse d'un contenu généré par l'intelligence artificielle ou sans mention de cette caractéristique. Donc on voit qu'il y a un cadre juridique. On va s'intéresser maintenant aux risques pour les entreprises. Quels sont les risques concrets pour les entreprises face à ces nouvelles menaces? Alors, le deepfake, il peut représenter un risque à plusieurs niveaux. L'entreprise peut être l'objet même du deepfake, c'est-à-dire que une personne malveillante, emprunterait les caractéristiques de cette entreprise, ou d'un de ses salariés en particulier, ou des éléments distinctifs, pour piéger quelqu'un, pour escroquer quelqu'un et obtenir de cette personne des fonds, des informations confidentielles, éventuellement protégées par le secret des affaires, ou même des données personnelles. L'entreprise peut elle-même être victime d'un deepfake, auteur malveillant, et remettrait de tels fonds, des informations, des données, tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Au-delà de ça, le deepfake peut être utilisé pour propager des fausses informations sur les entreprises. Et là, on imagine très bien le type de risque. C'est d'abord un risque juridique, réputationnel et financier. Juridique d'abord parce qu'il faut gérer une procédure dans laquelle l'entreprise serait victime, donc partie civile, mais aussi on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l'entreprise elle-même engagerait sa responsabilité pour un défaut de sécurité, pour une violation de ses engagements de sécurité à l'égard de ses salariés. Et donc, l'entreprise doit faire face aussi à des coûts financiers générés par de telles procédures. Réputationnel, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer parce que si on diffuse des fausses informations ou si on perpétue des escroqueries au nom d'une société, la On comprend que confiance... ça nuit à l'entreprise. Tout à fait, évidemment. Et financier, évidemment, parce qu'il faut gérer ces procédures, il faut gérer potentiellement une mise à niveau de la sécurité et de la cybersécurité de l'entreprise. On peut aussi imaginer que les assurances vont devenir de plus en plus chères et il faudra aussi former les salariés. Et tout ça va générer des coûts. Donc on voit que les risques sont nombreux, les coûts peuvent être importants. Face à cette technologie qui évolue rapidement, est-ce que le cadre juridique que vous avez décrit est adapté face à cette technologie qui évolue de façon rapide? Adapter, c'est difficile à dire. Alors, on a quand même le droit commun qui est utile. On a les infractions d'escroquerie, on a la protection des données personnelles, qui est quand même maintenant aujourd'hui bien ancrée. On a d'autres dispositifs, la diffamation. Néanmoins, l'intelligence artificielle se développe extrêmement vite et c'est vraiment une course de vitesse. Sauf que la technologie va plus vite que le législateur et aujourd'hui, on voit que même les dispositifs récents sont vieillissants. Le règlement pour la protection des données personnelles n'a jamais été conçu avec l'intelligence artificielle en tête. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un décalage temporel qui est énorme. C'est de 2 à 4 ans entre l'apparition d'un risque et une disposition adaptée. Donc on se dit que les tentatives de législation sont peut-être un peu faibles et en tout cas pas assez rapides.
Alors, on va s'intéresser aux plateformes qui diffusent ou rediffusent ces deepfakes. Concrètement, est-ce qu'on peut engager la responsabilité des hébergeurs ou d'une plateforme qui diffuse ou rediffuse des deepfakes? Alors aujourd'hui, on a le droit commun qui est utile. La loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit le principe de notice and take down. C'est une responsabilité conditionnée de l'hébergeur. L'hébergeur, c'est celui qui met à disposition une plateforme sur laquelle un contenu va être diffusé, mais il n'en est pas l'auteur ni l'éditeur. Et cet hébergeur engage sa responsabilité si on a porté à sa connaissance l'existence d'un contenu manifestement illicite, c'est la condition posée par le texte, et si il ne l'a pas retiré promptement. C'est la deuxième condition pour engager sa responsabilité. Néanmoins, comme ce texte n'est pas adapté spécifiquement à l'intelligence artificielle, on sait que les deepfakes, par définition, sont extrêmement réalistes. Alors, est-ce que le caractère manifestement illicite va pouvoir être retenu exactement, promptement, retirer promptement un contenu? On sait que les fausses informations sont diffusées 3 fois plus vite que les vraies. Est-ce que la réaction sera suffisamment rapide pour être efficace, pour être utile? Alors, aujourd'hui, le régime est peut-être un peu léger. Néanmoins, la directive pour l'intelligence artificielle prévoit des nouvelles obligations pour les grosses plateformes. Il y en a 19, et parmi celles-là, on retrouve TikTok, X, Facebook, qui ont des obligations de transparence pour désigner tout le contenu qui serait généré par l'intelligence artificielle. Alors, on vient de voir la responsabilité des plateformes. On va s'intéresser maintenant aux auteurs. Est-ce qu'il y a une responsabilité des auteurs de deepfakes, une responsabilité pénale, par exemple? Oui, beaucoup plus. Aujourd'hui, l'hébergeur, il a une responsabilité conditionnée, mais sa responsabilité ne sera jamais substituée à celle de l'auteur qui engage sa responsabilité pénale. Celui qui diffuse sans consentement de la personne un deepfake encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ces peines sont doublées lorsque le deepfake a un caractère sexuel ou que le deepfake est diffusé à l'aide d'un service de communication en ligne, autrement dit sur un site internet ou sur les réseaux sociaux. À côté de ça, l'auteur du deepfake engage également sa responsabilité sur le fondement du droit commun. On a l'escroquerie, la diffamation, l'usurpation d'identité. On peut même imaginer faux et usage de faux. Il y a quand même tout un dispositif pour punir les auteurs de deepfake. Donc on voit qu'il y a des sanctions qui sont importantes, un arsenal juridique. Au-delà de la répression, il faut s'intéresser aussi peut-être à la formation des directions juridiques, des entreprises, pour justement pouvoir repérer ces deepfakes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour former ces directions juridiques? Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a une formation des salariés sur toutes les nouvelles pratiques technologiques qui nuisent aux entreprises, notamment le phishing. Aujourd'hui, on voit que dans les entreprises, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour permettre aux salariés de détecter de manière théorique du phishing, mais aussi il y a des mises en pratique, des tests. On peut tout à fait imaginer la même chose pour les deepfakes. Et de manière générale, il paraît évident que les directions juridiques doivent intégrer la notion de deepfake pour pouvoir réagir rapidement et être agile vu la rapidité à laquelle se diffuse ce type de contenu. On va conclure là-dessus. Merci Joséphine Collin. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'ordonnance relative au crédit à la consommation.